Edge, c'est un des catcheurs qui a marqué mon enfance. Pour tous ceux qui, comme moi, ont découvert le catch entre 2005 et 2010, c'était absolument impossible de passer à côté de ce personnage si spécial qui, contrairement aux grands gentils de l'époque comme John Cena, Triple H ou Rey Mysterio, se faisait lui surtout remarquer par son côté extrêmement détestable. Ce personnage d'opportuniste ultime, Edge l'a développé au fil des années, mais il n'est pas devenu un des plus grands de tous les temps en attendant simplement son tour. Pour atteindre cette position importante, il a mis son corps en danger, et si sa première partie de carrière lui a permis de passer de catcheur par équipe à personnage à part entière qui peut s'orienter vers des titres mineurs, il a atteint une toute autre position en 2006 lorsqu'il a eu un match exceptionnel contre Mick Foley. Justement, ce match, on va en parler aujourd'hui, mais pas que, puisqu'on va aussi revenir sur un affrontement titanesque entre John Cena et Triple H et sur plein d'autres choses. C'est donc parti pour continuer la série des WrestleMania avec un nouvel épisode, WrestleMania 22. Cette année, le plus grand show de la WWE est diffusé en direct de Chicago, qui on le sait a une foule particulièrement investie, et franchement, si ce show est un petit peu oublié, j'ai l'impression, je trouve pourtant qu'il est excellent. Déjà, le clip d'introduction avec la musique de Shinedown, je le trouve excellent, mais on va voir que les matchs présentés sont eux aussi largement à la hauteur, et on est donc parti pour ouvrir cette grande soirée. Je le répète chaque année, mais on découvre encore une fois une arène excellente, avec cette année la particularité d'avoir des affiches avec les divers catcheurs présents sur le show tout autour de l'arène, qui je trouve rajoute vraiment quelque chose. Et pour ce WrestleMania qui promet de passer à l'étape supérieure avec le sous-titre Big Time, on commence avec un match un peu décevant. Oui, malheureusement, si on avait l'habitude d'ouvrir les opus précédents avec de gros matchs, cette année on a simplement un combat par équipe entre Carlito et Chris Masters et les champions Kane et le Big Show, et déjà sur le papier, c'est pas vraiment grandiose. Alors peut-être que mon avis est biaisé parce que je sais qu'aujourd'hui aucun des deux challengers n'aura de vrai grand avenir à la WWE, mais au-delà de ça, c'est pas un match qui donne particulièrement envie, et donc vous allez voir qu'on va passer rapidement dessus. En fait, le seul point un petit peu intéressant de ce combat, c'est que jusqu'à présent, personne ne s'est encore sorti de la prise de finition de Chris Masters, et on imagine donc qu'il peut gagner le match à tout moment, mais puisqu'en face il a deux monstres de puissance, on doute aussi qu'il puisse placer son Masterlock. Du coup, il va un petit peu galérer en début de match contre Kane et le Big Show, et il finit par faire rentrer Carlito, qui même s'il reçoit une plutôt bonne réaction, se fait lui aussi allumer, et on réalise alors très vite qu'on est plus sur un match comédie qu'autre chose. Les champions dominent le début de l'affrontement sans aucune difficulté, et Carlito et Masters sont détruits à l'extérieur, et même s'ils finissent par revenir dans le ring en trichant avec un coin non protégé, on réalise vite qu'ils n'ont aucune chance avec le retour de Kane. Après, pour parler de la qualité du match en soi, franchement, c'est pas terrible. Kane, justement, il est très lent dans ses attaques, et le Big Show, il est loin d'être à son prime à ce moment-là. Mais comme c'est le début de WrestleMania, le public est quand même très généreux, et ils explosent d'un coup quand Chris Masters coince le Big Red Monster dans son Masterlock. Bien sûr, la prise n'est pas brisée par Kane, mais par l'intervention du Big Show qui reçoit quand même des huées à ce moment-là, c'est dire à quel point le finisher de Chris Masters était apprécié à l'époque. Et après tout ça, on a une bagarre générale dans le ring, de laquelle les challengers ressortent grandis. Alors là aussi, ce retour de Carlito et Masters, il va pas durer bien longtemps, puisqu'on arrive très vite à la fin du match, étant donné que Kane se paye un 2 contre 1 dans le ring et réussit à se débarrasser de Chris Masters, avant de finalement coucher Carlito avec son chokeslam pour remporter le match et conserver les ceintures. Donc voilà, on a un opener franchement pas incroyable à mes yeux, mais au moins on est débarrassé d'un des matchs les moins attendus de la soirée, et donc on peut passer à la suite avec là par contre un match que j'attends particulièrement. En fait, ce qui est cool avec cette série, c'est que là j'arrive sur des shows que j'ai vraiment vécu sur DVD des années plus tard, et du coup j'ai une vraie nostalgie à revivre tout ça, même si je suivais pas du tout le catch au moment où le show a été diffusé. Donc quand je vois la carte aujourd'hui, je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu ce show. C'était l'époque où mes week-ends consistaient juste à regarder du catch, jouer avec mes figurines de catch, et bien sûr me battre contre mon traversin en imaginant que je gagnais le titre mondial dans le main event de WrestleMania. Mais bref, passons sur les anecdotes personnelles que je suis sûr vous avez vécues aussi, et sur le teaser du match entre Shawn Michaels et Vince McMahon qui arrive plus tard dans le show, et passons à la suite avec le Money in the Bank Ladder Match. On est cette année sur la seconde édition de ce combat de l'échelle à 6 catcheurs dans lequel le vainqueur remporte une mallette contenant un contrat qu'il peut utiliser quand il veut pour avoir un match de championnat dans l'année qui suit, et si on s'était déjà régalé à WrestleMania 21, on va aussi vivre un gros match cette année. On accueille donc les 6 participants, avec en particulier Rob Van Dam qui reçoit une énorme ovation au moment de son entrée, et c'est parti pour de la pure violence. Et oui, le Money in the Bank pendant longtemps c'était ça. C'était le match dans lequel les catcheurs pouvaient se lâcher, et ça se confirme ce soir puisque dès le son de la cloche, les 6 hommes partent à la lutte au milieu du ring. Cette année on a vraiment 6 catcheurs avec des styles complètement différents, avec notamment Bobby Lashley et son style puissant qui domine les premiers instants du match, mais aussi Shelton Benjamin et Rob Van Dam avec leur style plus aérien qu'on voit très tôt dans le match puisque Orvidi se jette sur Matt Hardy et son échelle à l'extérieur du ring. Shelton de son côté profite aussi des échelles mais dans un style différent puisqu'il déroule sur le bagarreur Finlay, et très vite il nous régale avec son spot phénoménal puisqu'il s'élance sur la moitié de ses adversaires avec un saut impressionnant qui a marqué les fans.
Bien sûr, avec ça, le rythme ne ralentit pas, puisque Ric Flair, qui n'a pas subi cette prise, tente de remporter la mallette en grimpant sur l'échelle, mais dans un moment qui m'a personnellement vraiment marqué, Matt Hardy le rejoint au sommet et l'explose avec une superplexe hallucinante qui fait hurler la légende de 57 ans. Et quand je dis que ça m'a marqué, c'est à ce point-là. Vraiment, les cris de Ric Flair sur cette chute, ils sont terrifiants, et le Nature Boy a en plus escorté hors du match après, ce qui donne vraiment l'impression qu'il s'est lourdement blessé sur cette chute. Alors bien sûr, ça n'arrête pas du tout les autres combattants, puisque Rob Van Dam tente son Rolling Thunder sur Shelton, qui est allongé sur une échelle, mais Benjamin l'esquive et le laisse s'écraser seul sur l'acier, ce qui finit par profiter à Lashley, qui tente alors de remporter le combat. Rejoint au sommet par Shelton Benjamin, les deux échangent les coups, et Shelton veut encore régaler avec son Sunset Flip Powerbomb, mais la puissance de Lashley l'empêche d'aller au bout, et Shelton reçoit finalement l'aide de Finlay et Hardy pour enfin écraser Bobby avec une grosse Powerbomb. Alors, à ce moment-là, on sent quand même les fans un petit peu inquiets parce que dans le ring, il n'y a aucun de leurs favoris, parce que soyons honnêtes, même si Finlay domine pendant un moment avec les échelles, personne veut le voir gagner. Et les fans réagissent par contre plutôt bien lorsque Ric Flair fait son retour après avoir été écarté de l'affrontement. Et je sais pas vous, mais ce Money in the Bank, je le trouve très bon. L'histoire racontée avec Flair, elle rajoute du storytelling à un match qui pourrait n'être que violent, et le Nature Boy va d'ailleurs dérouler sur Shelton et Hardy sous les cris des fans avant d'être explosé par un coup de Shillelagh qui l'envoie encore s'écraser au sol pour cette fois-ci être totalement sorti du combat. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé cette année-là, mais Flair il avait vraiment décidé de se sacrifier pour faire le spectacle et ça fonctionne à merveille, mais c'est pas le seul, puisqu'après ça, Rob Van Dam nous sort un très gros dropkick avec une chaise sur Lashley, et l'ancien militaire est ensuite détruit par une énorme descente de la cuisse de Matt Hardy qui se détruit pour le plus grand plaisir des fans. Évidemment, Matt ne s'arrête pas là, il fait partie de ceux qui ont popularisé le TLC et il montre ce soir pourquoi, puisqu'il écrase Finlay avec un énorme side effect. Et pour encore faire exploser Chicago, Rob Van Dam enchaîne en grimpant au sommet de l'échelle et en écrasant l'Irlandais avec un 5-star frog splash, juste hallucinant. Ce moment mène en plus aux derniers instants du combat, puisqu'après ça, alors que Orvidi est sur le point de décrocher la mallette, il est rejoint par Shelton, qui reçoit une grosse réaction quand il saute sur l'échelle depuis les cordes, mais malheureusement pour lui, Benjamin est rejoint par Matt Hardy et les deux sont poussés par Van Dam, qui en profite pour décrocher la mallette et remporter cette seconde édition du Money in the Bank. Alors bien sûr, vous le savez, en tant que fan de Rob Van Dam, ça me fait extrêmement plaisir de le voir gagner ce match, mais au-delà de ça, c'était clairement le choix le plus logique. Et même si ce Money in the Bank est plutôt court, je trouve qu'il est quand même très bon et qu'il permet à WrestleMania 22 de se lancer dans une direction très cool. Bon, après, il faut aussi reconnaître que quand on connaît l'avenir, cette victoire de Rob Van Dam, elle est encore plus spéciale, puisqu'il va utiliser sa mallette lors de One Night Stand pour venir à bout de John Cena dans un très grand moment, et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant ce match Money in the Bank. Mais allez, on va pas trop déborder sur l'avenir, on va revenir sur le show, et maintenant on a le droit à une petite pause avec la présentation des membres du Hall of Fame. Cette classe de 2006, je voulais quand même en parler parce qu'elle est plutôt spéciale étant donné qu'elle permet à la WWE d'introniser Eddie Guerrero dans son temple de la renommée, et puisqu'à l'époque on est quelques mois à peine après son tragique décès, j'avoue qu'aujourd'hui ça fait quand même quelque chose de revoir ces images. Mais bon, malgré ce moment rempli d'émotions, il faut quand même continuer le show, et donc on va passer au match suivant, le match pour le titre des États-Unis entre JBL et Chris Benoit. Alors, pour être honnête, ce match, je l'ai totalement oublié. En fait, pour la première fois, j'ai pas regardé la carte en détail avant de regarder le show, je me suis vraiment remis dans le contexte de mon enfance où je lançais WrestleMania sans vraiment savoir à quoi m'attendre, et j'avoue que j'ai été surpris par l'annonce de ce combat. Après, je reconnais que c'est pas non plus le match le plus marquant de la soirée, puisque même si la WWE met en avant le côté technicien de Chris Benoit contre le personnage puissant et bagarreur de JBL, j'ai personnellement largement plus été marqué par la série de matchs entre Benoit et Booker T que par ce match-là. En plus, l'histoire est extrêmement basique, Benoit a blessé JBL à la main à SmackDown et le general manager Theodore Long a donc décidé de lui offrir de quoi se venger en lui donnant ce match à WrestleMania. On a alors une grosse domination de Benoit qui déroule sur JBL et qui contre toutes ses tentatives d'offense en plus de tenter plusieurs soumissions pour conserver son titre. Et Bradshaw est à l'époque toujours très bon dans son rôle de lâche puisqu'il profite de son associé Jillian Hall pour reprendre le dessus hors du ring. En fait, l'histoire de ce match va quand même un petit peu plus loin puisque JBL se vantait d'avoir déjà battu Eddie Guerrero et il annonçait que s'il enchaînait en battant Chris Benoit, ça ferait de lui le meilleur catcheur technique de l'histoire. Mais bien sûr, quand on le voit combattre ce soir, on comprend que c'est clairement pas le cas. Mais bon, vous allez voir que si je me souvenais pas de ce match, j'ai du coup été extrêmement surpris de la fin. Parce que JBL est vraiment détestable pendant tout l'affrontement, il se moque de Eddie, il est prétentieux et il sait parfaitement se faire huer par les fans. Et en face, on a un Benoit qui se bat pour la mémoire de son meilleur ami, et donc ça paraît évident et logique de lui donner la victoire. Du coup, même si le challenger garde le contrôle vraiment longtemps avec un collier arrière pour frustrer la foule, on attend tous de revoir le champion revenir pour le voir conserver son titre dans un grand moment. Sauf que c'est pas du tout ce qui va se produire. Certes, Benoit arrive bien à se sortir de cette soumission puisqu'il écrase son adversaire avec une souplex avant de rendre hommage à son ami avec les Three Amigos, puis d'enchaîner avec son diving headbutt, mais tout ça ne lui donne pas la victoire et mène à une fin bien différente.
En fait, alors que sa corde à linge a été esquivée, JBL s'accroche à l'arbitre pour perturber le déroulé du match, et alors qu'il s'élance à nouveau pour sa prise de finition, il est bloqué et coincé dans le crossface du champion qui semble garantir sa défaite. Mais de nulle part, Bradshaw retourne la prise et rive les épaules de Benoit en utilisant les cordes pour remporter le match et devenir champion des États-Unis dans une fin très controversée. Parce que oui, déjà en attrapant les cordes, JBL utilise une pratique illégale, mais en plus il bat Benoit qui passe une année très difficile après avoir perdu son ami, et on sent dans le public que personne ne s'attendait à un tel résultat. Mais allez, après être passé sur ce match qui sert en vrai un petit peu de pause, il est temps de se diriger vers un tout autre type de combat, puisqu'on passe là à un match qui a marqué tous les fans qui l'ont vu à l'époque, le match hardcore entre Edge et Mick Foley. Cette histoire commence en février 2006. Après avoir choqué le monde en utilisant sa mallette pour devenir champion de la WWE à New Year's Revolution, Edge a perdu le titre contre John Cena dès le Royal Rumble, et alors qu'il obtient une chance de le reprendre lors du Raw du 13 février dans un match avec Mick Foley en arbitre spécial, Edge échoue à nouveau. Bien sûr, à partir de là, l'ancien champion va considérer Mick Foley comme responsable de cette défaite et il va s'en prendre à lui physiquement et au micro, et puisqu'il l'accuse de l'avoir empêché d'arriver sur la plus grande scène du monde en tant que champion, Edge décide de défier Foley à un match à WrestleMania afin de se venger. Pour pimenter tout ça, Foley va bien sûr refuser d'affronter Edge dans un match de catch classique et il va plutôt le défier à un match hardcore, ce qu'évidemment l'opportuniste ultime va accepter pour construire cet immense affrontement. En plus, dans les semaines précédant WrestleMania, Edge va en rajouter en disant que toute sa vie, Foley n'a été qu'un clown et qu'il s'est mis en scène en se mettant en danger pour avoir une carrière qui n'est même pas si mémorable que ça. Et ces provocations vont faire exploser Mick Foley, qui déclarera à quelques semaines du show que Edge a réveillé en lui la légende du hardcore, et qu'à WrestleMania, il allait laisser exploser sa rage. Alors, vous voyez déjà qu'avec ça, on a une histoire qui donne vraiment envie, et croyez-moi, si vous ne l'avez pas vu, ce match va être largement à la hauteur, et d'ailleurs je vous le conseille. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas un match hardcore, les règles sont très simples, il n'y en a juste pas et les tombées peuvent se faire n'importe où, et on accueille donc la Superstar Classic X avec une batte de baseball qui est prêt à en découdre. Très vite, Foley le rejoint dans le ring et le match commence immédiatement avec étonnamment une domination de la légende du hardcore. Et oui, même s'il est venu sans armes, Foley est très concentré et il arrive donc à esquiver son adversaire pour le passer à tabac dans les premières minutes du combat, mais c'est pas pour autant lui qui garde le contrôle bien longtemps, puisque grâce aux armes données par Lita, Edge revient et punit son adversaire. Alors, dans ce match, tout va y passer, ça commence avec des panneaux utilisés par la Superstar Classic X, on a très vite des barbelés, puisqu'alors que Edge touche Foley avec un spear, il réalise que ce malade s'est entouré de fils en prévision de cette prise, et après avoir fouetté son adversaire avec le barbelé, Foley introduit enfin son arme favorite, Barbie. Oui, puis d'ailleurs le fait de revenir sur ce match et de mentionner Barbie, ça me fait penser que j'étais vraiment con à l'époque, mais quand j'étais petit et que j'avais vu ce match pour la première fois, c'était mon cousin qui me l'avait montré et il m'avait annoncé que dans le match on allait voir Barbie. Et du coup, moi, enfant de, j'en sais rien, 10 ans que j'étais, je m'attendais à voir une catcheuse, j'en sais rien, pour moi Barbie c'était peut-être la petite copine de Mick Foley, je sais pas. Mais bon, vous le voyez vous-même, Barbie c'est pas une catcheuse, c'est rien d'autre qu'une batte de baseball entourée de barbelés, et à ce moment-là, Edge est coincé dans les cordes, et il est alors à la merci de son adversaire, et même si Lita essaye d'empêcher Foley d'enchaîner sur son partenaire, celui-ci n'hésite pas et il s'élance sur Edge avec Lita sur son dos. Bon, pour quand même donner un petit avantage à la Superstar Classic X, après ça, il réussit à revenir dans le match grâce à un contre et il enchaîne Foley aux abords du ring avant de finalement sortir une table pour préparer quelque chose de terrible. Parce que oui, ceux qui ont vu le match savent très bien ce qui nous attend, mais les autres pensent sûrement qu'on va avoir un petit spot de table classique, et en plus, Edge monte sur les cordes, donc on imagine qu'il va juste sauter et écraser Foley avec un splash. Sauf que non, déjà parce que Foley quitte la table et les deux partent alors se battre sur la rampe avec encore de violentes prises, mais cette table elle va en réalité servir pour un moment nettement plus important. Après ça, Lita donne à Edge de l'alcool à brûler que la Superstar Classic X s'empresse de verser sur le dos de son adversaire, mais avant que Edge ne puisse aller trop loin, Foley revient et le couche avec un piledriver avant de piocher dans son arsenal en préparant un concerto. Bon, malheureusement pour lui, Foley est encore perturbé par Lita qui joue un rôle majeur dans ce combat et il est couché par un DDT qui permet à Edge de revenir et l'opportuniste ultime fait alors honneur à son nom en allant très vite se saisir de Barbie pour punir son adversaire. Ce moment va alors mener à un spot marquant dans ce combat avec Edge qui écrase des barbelés sur le crâne de Foley pour le faire saigner avant de lui envoyer un bulldog sur la batte, et alors que son adversaire se vide de son sang, Edge en rajoute en allant chercher un sac à l'extérieur. Bien sûr, ceux qui connaissent ce type de match savent très bien ce qui se trouve dedans, et Edge le confirme en vidant les punaises sur le ring pour encore faire souffrir son adversaire, mais enfin Foley revient et le contre pour l'envoyer s'écraser dans les punaises avec une souplex. Après ça, la légende du hardcore ne s'arrête bien sûr pas, il entoure des barbelés autour de sa main pour envoyer son sokoklo à Edge puis à Lita qui vient encore se mêler du match, et pour poursuivre sa destruction, Foley détruit Edge à coups de batte de barbelés pour se diriger vers la victoire. Les deux adversaires sont maintenant en sang et tout indique que Foley a le contrôle total de l'affrontement dans un match qu'il connaît très bien puisqu'il continue en enfonçant le barbelé dans le front de son rival, mais le moment le plus fou n'est même pas encore arrivé.
Après ça, Foley s'empare de l'alcool à brûler qu'il vient verser sur la table à l'extérieur pour préparer quelque chose d'horrible, mais alors qu'il semble surconfiant, le roi du hardcore est surpris par Lita qui lui envoie un coup de batte dans les jambes. La partenaire de Edge réalise alors l'opportunité qui se présente à elle puisqu'elle vide le flacon avant de mettre la table en feu pour le plus grand plaisir des fans, et dans un moment qui a marqué absolument tout le monde, Edge s'élance avec un spear exceptionnel qui envoie les deux hommes s'écraser sur la table en feu, sous l'explosion de l'arène entière. Ce moment, il est absolument fou. Franchement, dans l'histoire de WrestleMania, c'est un des spots les plus violents et les plus impressionnants qu'on ait vu, et bien sûr, il mène à la fin du combat, puisque Edge arrive à ramper et à river les épaules de Foley, pour remporter ce match et lancer sa carrière dans une direction juste incroyable. Alors, c'est vrai qu'on peut facilement critiquer les matchs violents, et je comprends que certains n'aiment pas, mais pour moi celui-là, il était non seulement très justifié au vu de l'histoire, mais en plus extrêmement bénéfique. Edge l'a depuis déclaré dans des interviews, sa mission du soir était de s'assurer que Mick Foley ait son moment à WrestleMania. Et de son côté, Mick Foley avait pour objectif de crédibiliser Edge comme un main eventer. Et qu'on le veuille ou non, ces deux objectifs ont été atteints haut la main. Alors certes, tout ça a eu un certain prix, parce que déjà, regarder l'état des deux après le match, c'est catastrophique, mais en plus, Edge a raconté depuis qu'après avoir sauté dans les flammes, il pouvait sentir l'odeur de sa peau et de ses poils qui ont brûlé au moment de l'atterrissage, et il a aussi remarqué au même moment qu'il commençait à avoir des bulles sur son bras à cause de la chaleur. Mais bon, tout ça valait quand même le coup puisque ce match a réellement marqué l'histoire et aujourd'hui on s'en rappelle tous encore. Mais bon, sur ce, il est quand même temps de passer à la suite du show, et bien sûr, après un match aussi violent et important, on peut pas enchaîner avec quelque chose de majeur, et donc on enchaîne avec le match entre Booker T et le Boogeyman. Alors, ce match, on va passer très vite dessus, parce que l'histoire, si vous la connaissez pas, je vais vous rediriger vers ma vidéo sur le Boogeyman, qui retrace sa carrière et notamment ses débuts fin 2005, et là, on est justement 6 mois à peine après ses débuts, et après avoir conclu sa petite histoire avec JBL, il entame une rivalité très similaire avec Booker T, dans lequel il le terrifie chaque semaine. Dans cette histoire, Booker T de son côté va recevoir l'aide de sa femme Charmel, qui a clairement pas envie d'être là, mais tout ça mène bien à un match handicap sur la plus grande scène du monde, le tout premier pour le Boogeyman. Alors, bien sûr, c'est un match totalement comique et ça se voit avant même le début du match, puisque pour montrer que Booker T attire tous les fous de la WWE, il va tous les croiser dans les vestiaires, avec une petite mention spéciale pour Snitsky d'ailleurs. Et une fois dans le ring, bien sûr, Booker va laisser sa femme se battre en premier. Bon, en fait, pour sa défense, c'est juste une stratégie de sa part pour surprendre le Boogeyman, et donc il va l'attaquer au début du match pour le dominer quelque temps, mais finalement, le Boogeyman décide quand même de revenir, et il se régale de ses vers de terre avant d'être attaqué par Charmel. Alors, vous vous en doutez, cette attaque, elle n'aboutit même pas, puisque le Boogeyman la voit venir et l'embrasse avec les vers de terre, justement, super classe, et finalement, de retour dans le ring, il écrase Booker T avec son double chokeslam pour mettre un terme à ce combat. Donc voilà, rien de bien intéressant à dire, le Boogeyman malheureusement il n'a jamais été incroyable sur le ring, c'était plus une attraction étrange qu'autre chose, et donc on va pouvoir se diriger vers la suite. Et la suite en l'occurrence, elle est plutôt cool. On l'a vu au fil des WrestleMania, on a eu beaucoup de matchs féminins décevants qui n'avaient pas ou peu d'histoire et qui sur le ring n'étaient pas bons du tout. Mais cette année heureusement c'est plutôt différent. En fait, à ce moment-là, on voit les débuts de Mickie James à la WWE qui débarque en tant que plus grande fan de Trish Stratus, et son admiration pour la championne va très vite se transformer en une véritable obsession. Parce que si à la base on a juste la sensation de voir une nouvelle catcheuse qui s'inspire des meilleurs, on remarque très vite que Mickie est vraiment bizarre et qu'elle est absolument obsédée par Trish, ce qui malheureusement pour elle va finir par déranger la championne. En fait, Stratus va commencer à en avoir marre que Mickie James la suive partout et qu'elle soit en permanence dans ses pieds, et donc elle va lui demander de s'éloigner d'elle, mais pour lui dire au revoir en bonne et due forme, Mickie va la retrouver dans le ring et la trahir pour lancer cette rivalité. C'est là que le côté dérangé de Mickie va vraiment être mis en avant, puisqu'elle va transformer cette obsession en une immense haine pour la championne, et vous vous en doutez, tout ça mène à un match de championnat à WrestleMania. Avec tout ça, on accueille Mickie James pour sa toute première apparition sur la plus grande scène du monde, et même si elle n'a débuté que fin 2005, elle a largement pris l'avantage dans cette rivalité et peut donc totalement venir à bout de la championne. Justement, Trish Stratus arrive rapidement après ça, et le match commence directement avec une domination de la championne, qui essaye de se débarrasser de celle qui lui ruine la vie depuis de nombreux mois. En vrai, en 2006, il y a plus de doute, Trish Stratus a clairement atteint le statut de légende, et c'est d'ailleurs sa dernière année d'activité, et elle le prouve en dominant Mickie à l'intérieur et à l'extérieur du ring, mais finalement, devant les barricades, la challengeuse revient en esquivant un coup de pied pour reprendre le dessus dans le ring. Pendant quelques minutes, Mickie se concentre sur la jambe de son adversaire alors que le public la soutient avec des chants, ce qui est en vrai assez surprenant au vu du rôle qu'elle a dans l'histoire, mais il faut aussi comprendre qu'à l'époque, cette rivalité était vraiment inédite. Et c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans ce match. C'est certes pas le plus grand combat féminin à WrestleMania, c'est extrêmement classique et même plutôt moyen, mais je trouve que l'histoire est parfaitement racontée et le fait de mélanger la rivalité personnelle et la lutte autour du titre, c'est une excellente idée. Alors bien sûr, après de longues minutes de domination durant lesquelles elle tente de faire abandonner la championne, Mickie finit bien par être contrée et Trish envoie alors un très beau ciseau-tête qui lui redonne l'avantage sous les huées de la foule. Parce que oui, petit à petit, l'histoire se transforme en une vraie épopée de héros des fans pour Mickie James, qui encore une fois est censée être la méchante,
Et pourtant, le public se range vraiment derrière elle et espère voir la jeune catcheuse créer l'exploit sur la plus grande scène du monde. Du coup, quand les deux échangent des coups, c'est encore Trish Stratus qui reçoit des huées alors que Mickie est ovationnée quand elle se dégage et qu'elle contre, avec notamment ce moment sur le coin qui reçoit une ovation incroyable. Alors, je sais pas si c'est la foule de Chicago qui veut ça, le fait que Mickie était vraiment un personnage à part ou simplement le ras-le-bol de l'ancienne génération qui pousse le public à soutenir la nouvelle venue, mais franchement, c'est très cool à voir et ça a dû être absolument fou à vivre pour Mickie James. Parce que après ça, elle est contrée et écrasée par une impressionnante powerbomb dont elle se dégage et elle arrive même à empêcher son adversaire d'en finir avec son Stratus Faction avant d'être couchée par une immense droite. Parce que oui, malgré tout ce que j'ai pu dire de positif, on sent quand même que Mickie n'est pas encore tout à fait au point et même si c'est ce que veut l'histoire du match, c'est aussi ce qu'on ressent en regardant le combat, puisqu'à ce moment-là, la fin arrive de nulle part étant donné que la challengeuse sort un cheek kick sur la championne et lui rive les épaules pour gagner le combat et le titre de championne féminine. Alors au début les fans sont quand même un peu surpris mais ils finissent bien par sauter de joie quand ils comprennent ce qui vient de se passer et si en soi la fin aurait pu être mieux amenée si Mickie avait eu un peu plus d'expérience, d'autant que la version que je regarde a été éditée, je trouve quand même ça très cool d'avoir osé lui donner la ceinture. Mais oui, pour revenir sur ce que j'ai dit, quand je dis que la version a été modifiée, c'est pas qu'un peu, parce que déjà à la fin, Mickie James rate un Stratus Faction qu'on ne voit pas dans la version du network, mais avant ça, elle nous sort ce geste qui a été également coupé au montage et qui a rendu Vince McMahon absolument fou de rage. Mais bon, la réalité c'est quand même qu'après ça, Mickie James va rejoindre les favoris des fans au mois d'août et elle aura ensuite la grande carrière qu'on connaît tous, et ce match est mine de rien un moment très marquant de son histoire. Et allez, d'ailleurs tenez, puisqu'on vient de mentionner Vince McMahon, on le retrouve justement dans les vestiaires après ça en train de prier, enfin plutôt en train d'annoncer à Dieu qu'il va envoyer Shawn Michaels en enfer, puisque les deux ont un match plus tard sur la carte. Et tant qu'on y est à parler d'enfer, autant parler du match suivant, le match du cercueil entre Mark Henry et l'Undertaker. Ah oui non, je parle pas d'enfer en référence à l'Undertaker ou au cercueil, c'est juste que ce match c'est littéralement un enfer à regarder. Non, en vrai j'exagère de fou, il est pas du tout si horrible que ça, c'est juste qu'il a une position un peu particulière puisqu'il est placé entre WrestleMania 21 et 23 qui sont deux très bons matchs pour l'Undertaker et qui vont le lancer dans une série de classiques jusqu'à WrestleMania 30, donc forcément il fait un peu tâche. Et pourtant sur le papier c'était vraiment pas si mal. Pour la deuxième fois seulement, la streak est au centre de cette histoire puisque l'Undertaker est à ce moment-là à 13 victoires et 0 défaites sur la plus grande scène du monde, et le concept est donc très simple, un monstre de puissance veut s'en prendre à lui et le battre à WrestleMania, et le Deadman est donc en danger. En plus de mettre en avant la force de Mark Henry et sa dangerosité, la WWE nous montre que mettre un tel titan dans un cercueil ne sera pas une chose facile, et donc l'Undertaker s'avance au ring sous une immense ovation pour tenter de faire avancer sa série de victoires. Alors, on va pas parler très longtemps de ce match non plus, parce qu'on a bien plus intéressant plus tard, et bien sûr, on connaît tous le résultat de cet affrontement. Mais c'est quand même marrant pour moi de revenir sur ce match, parce que je me souviens très bien que quand j'étais petit, je le trouvais excellent. En fait, j'étais pas tellement concentré sur l'action du match et sur le fait qu'on mette en avant que l'Undertaker ne peut pas coucher Mark Henry au début de l'affrontement pour insister encore sur la puissance et la domination de Henry, j'étais juste enfant et impressionné par la stipulation. Ah bah oui, à l'époque, tu me mettais juste un match avec des règles un peu particulières, je me régalais, alors qu'en vrai, le début du combat, c'est juste une domination lente de Henry et l'Undertaker qui tente de revenir avec ses classiques et qui se fait toujours contrer. Donc non, c'est pas objectivement un bon match, mais le fait qu'on le gagne en mettant son adversaire dans un cercueil, ce que justement essaye de faire Mark Henry assez rapidement, bah personnellement, ça me suffisait pour apprécier. Mais bon, comme je l'ai dit, aujourd'hui on retient pas ce match comme un classique et pour de bonnes raisons, parce qu'à chaque fois que Henry reprend le contrôle, il ralentit le rythme et le début est assez répétitif. Finalement, les deux vont se retrouver dans le cercueil après une esquive du Deadman et l'Undertaker revient pour reprendre un petit avantage dans le ring, mais il est très vite couché par Mark Henry qui s'empresse de tenter un tombé. Alors, je sais pas du tout si cette erreur est volontaire ou pas, mais c'est marrant de voir Mark Henry être perturbé au point d'oublier comment on gagne ce match. Et en soi, c'est plutôt bien fait si c'est réellement fait exprès pour raconter quelque chose. Mais bon, allez, après ce petit moment un peu spécial, on revient sur des échanges très lents avec Mark Henry qui se fait surprendre par un last ride qui est lui plutôt cool, et tout ça amène à cet incroyable spot du saut de l'Undertaker sur Mark Henry par-dessus le cercueil. Avec ça, on comprend clairement comment l'Undertaker a réussi à nous sortir de gros matchs les années suivantes, et justement, il en profite pour conclure celui-ci puisqu'il couche Mark Henry avec un tombstone, avant de le faire rouler dans le cercueil pour l'enfermer dedans et remporter le combat. Grâce à cette nouvelle victoire, l'Undertaker se retrouve donc à 14 victoires sur la plus grande scène du monde, et comme je l'ai dit, ce nouvel accomplissement va lui permettre de se diriger vers WrestleMania 23, qui va démarrer une série de matchs absolument dingues qu'on pourra retracer dans les mois à venir. Mais avant ça, nous, on va passer à la suite de ce show, et si l'affiche Undertaker-Mark Henry n'annonçait pas un match de fou et qu'on n'a donc pas été surpris de voir un combat un peu décevant, le match qui vient, c'est assez différent. Parce que sur le papier, un match entre Shawn Michaels et Vince McMahon, ça annonce pas vraiment un classique. Sauf que si tu rajoutes à ça l'histoire d'un président imbu de lui-même qui demande à ses employés de lui embrasser les fesses et qui refuse la moindre critique même quand elle vient d'un des plus grands de tous les temps, t'as déjà quelque chose de mieux.
En fait, en arrière-plan de cette histoire, on a la rédemption de Michaels qui est passé d'un catcheur rempli de vices à un croyant repenti qui essaye d'effacer ses erreurs du passé, et évidemment tout ça ne plaît pas à Vince McMahon. Mais c'est pas tout, parce que après avoir ruiné la vie de Shawn Michaels pendant des semaines en lui coûtant des matchs et en le mettant dans les pires des situations, le match entre les deux a non seulement été annoncé pour WrestleMania, mais il se déroulera sans aucune règle pour mener à une véritable guerre. Et donc on y arrive. Shawn Michaels fait son entrée, Vince McMahon aussi, et avec la possibilité d'utiliser toutes les prises et tous les objets à leur disposition, les deux vont nous sortir un match surprenamment très bon. D'entrée de jeu, HBK libère sa frustration sur le président en l'explosant partout autour du ring et en utilisant à la fois ses aptitudes de catcheur mais aussi ses talents en pure bagarre, et Michaels enchaîne en éclatant un tableau sur la tête de son adversaire. Évidemment, l'histoire de ce match, c'est que Vince n'est pas venu seul et donc le Spirit Squad, qui était ses grands amis à l'époque, débarque et HBK est passé à tabac, ce qui permet à Vince McMahon de reprendre l'avantage. Bon, mine de rien, ce moment marque du coup les débuts de Dolph Ziggler à WrestleMania et ces débuts ne sont justement pas de bien longue durée puisque HBK revient très vite et il détruit l'intégralité des associés du président. Et oui, l'intérêt de tout ça, c'était juste de redonner un léger avantage à Vince McMahon puisqu'il ne peut pas revenir seul face à un aussi grand catcheur et il va donc réussir quand même à garder le dessus pendant quelques minutes. Et c'est là qu'est pour moi tout le fun de ce match. C'est absolument pas un classique en termes de catch, mais le public est très investi vu qu'il déteste Vince McMahon et adore Michaels, et tout est fait pour les frustrer puisqu'alors que Shawn revient dans le combat, Shane McMahon, le fils de Vince, fait son entrée et permet à son père de revenir. Alors oui, là on entre presque dans un côté comique puisque Michaels va contrer Shane et le forcer à embrasser les fesses de son père avant de s'en débarrasser en le menottant aux cordes, mais là encore tout ça fait bien réagir les fans et ça reste plutôt divertissant. Parce que maintenant débarrassé de Shane, HBK peut dérouler sur Vince dans le ring et il refuse de mettre un terme au match trop tôt puisqu'il préfère se déchaîner sur son ennemi, ce qui le mène à ouvrir le crâne du président et à sortir une échelle, des poubelles et même une table. On a donc un véritable passage à tabac de Vince McMahon qui ne peut absolument rien faire et Shawn est vraiment montré comme le roi du monde puisqu'il prend son temps et va même chercher une échelle nettement plus grande que l'original avant d'en finir pour de bon en plaçant une poubelle sur la tête de son adversaire pour conclure ce match sur un spot exceptionnel. Et oui, vous l'avez compris, il est temps d'en finir, Michaels grimpe sur la gigantesque échelle et dans un moment qui a marqué tous les fans de l'époque, il effectue déjà le signe de la DX, une équipe qui avait pourtant disparu depuis des années, et il finit par s'élancer avec une très grosse descente du coude qui écrase Vince McMahon à travers la table. Bien sûr, après ça, Shawn ne laisse pas les médecins évacuer le président, il en rajoute une dernière couche avec son switch in music, et finalement il rive les épaules de Vince pour remporter ce match et régaler la foule. Et donc voilà, avec ce match, on a juste eu exactement ce qu'on voulait. Vince n'a quasiment eu aucune offense, Michaels s'est débarrassé facilement de tous ceux qui ont voulu intervenir dans le match, on a eu de la violence et le plaisir de voir Vince se faire régler son compte, et pour un match qui sur le papier ne semblait pas exceptionnel, on passe finalement un plutôt bon moment. En plus, dans un dernier signe de provocation, Vince va nous sortir un doigt d'honneur sur la civière pour montrer que cette histoire n'est pas terminée, et effectivement, je vous confirme qu'elle ne l'est pas, puisqu'elle va même mener Shawn Michaels à faire équipe avec Dieu, mais bon, ça c'est pour une autre vidéo. Pour l'instant, on va plutôt se diriger sur la suite, et en l'occurrence, la suite, c'est le triple menace entre Randy Orton, Kurt Angle et Rey Mysterio pour le titre de champion du monde poids lourd. Pour ce match, on est encore sur une histoire simple, mais qui est aussi excellente. On en a parlé plus tôt, fin 2005, Eddie Guerrero, la légende du catch et le grand ami de Rey Mysterio, perd tragiquement la vie à seulement 38 ans. Cette perte va évidemment choquer les fans, mais elle va aussi les rendre extrêmement empathiques envers Rey Mysterio, qui venait alors de perdre un de ses amis les plus proches. Rey va alors avoir une grande ascension à ce moment-là, puisqu'il va réussir à remporter le Royal Rumble en partant de la seconde place pour survivre plus d'1 heure dans le match, et finalement éliminer Randy Orton pour se diriger vers WrestleMania. Avec ça, on a un catcheur avec un gabarit nettement plus petit que les autres qui obtient une chance pour le titre mondial à WrestleMania, un moment très important qui l'est d'autant plus puisque Rey Mysterio dédie tout ça à la mémoire de son ami. Seulement, l'histoire ne va pas être aussi simple. Entre le Royal Rumble et WrestleMania, Randy Orton va vouloir se venger et il va donc s'en prendre à Mysterio en disant entre autres que Eddie Guerrero le regarde depuis les enfers dans un segment très controversé, et tout ça finit par pousser le luchador à bout à tel point qu'il met en jeu son match à WrestleMania lors de No Way Out. Ce soir-là, Orton va bien sûr utiliser la triche pour repartir avec la victoire et tout semblait donc indiquer que le roi du RKO se retrouverait seul contre Angle à WrestleMania, mais finalement Teddy Long, le dirigeant de Raw, va vouloir faire plaisir aux fans et il décide d'ajouter Mysterio au match pour en faire un triple menace. Et donc c'est parti. Rey Mysterio fait son entrée à WrestleMania avec sa musique jouée en live par POD pour nous offrir une très belle image, et il est rejoint par l'autre challenger puis par le champion pour lancer ce combat très important.
Alors bien sûr, le point central de l'affrontement, c'est l'histoire de Rey Mysterio et le côté purement méchant de Randy Orton, et donc c'est lui qui ouvre le match en attaquant Angle avec la ceinture avant de partir à la lutte avec le Luchador. Les échanges entre les trois hommes vont être vraiment excellents tout le match, d'autant qu'il est plutôt court puisqu'il dure moins de 10 minutes, et donc très vite Angle revient et envoie des German suplex, à tel point qu'il arrive à en placer une sur ses deux challengers. On a donc d'emblée un rythme rapide avec une lutte entre Angle et Orton après ça, qui est vite interrompue par Mysterio, et on sent le talent des trois hommes puisque chacun tente de profiter d'une situation avantageuse pour repartir avec le titre. Mais ce qui est aussi fou ce soir, c'est le fait qu'au début, les fans sont plutôt hostiles à Rey Mysterio. En fait, à chaque fois qu'il prend le dessus, il reçoit même pas mal de huées. Et ça, j'avoue que je m'en rappelais pas du tout. Dans ma tête, il était vraiment vu comme un héros, et pourtant, alors qu'il tente un 619 et que Angle le coince dans un ankle lock, la foule explose et semble espérer que Mysterio va abandonner. Et d'ailleurs, Rey ce soir n'est même pas vraiment construit comme un pur gentil, parce qu'au même moment, Orton veut entrer dans le ring avec une chaise et l'arbitre l'arrête, ce qui lui fait rater l'action principale du combat, et il ne voit donc pas que Rey Mysterio a en fait abandonné au milieu du ring. En plus, il ne s'arrête pas là après ça, puisqu'alors qu'il a été envoyé à l'extérieur et que Orton est coincé dans le ankle lock qui finit par le faire abandonner, Mysterio vient retenir l'arbitre dans les cordes et l'empêche une fois de plus de voir l'action pour s'accrocher à un espoir de victoire. Et c'est marrant de voir ça parce que c'est pas du tout commun de voir Rey Mysterio avoir ce comportement dans un match, et ça aurait clairement pu finir en catastrophe s'il n'était pas aussi bon dans le ring. Parce que oui, finalement, grâce à ses aptitudes, Mysterio va un peu retourner le public, et même si pour l'instant c'est Angle et Orton qui régalent dans le ring avec un RKO et une souplex du haut des cordes, le luchador ne tarde pas à revenir pour mener à la fin du match. Bon, déjà, il tente un 619 sur le poteau qu'il va rater malheureusement, mais il revient très vite avec un springboard sur Angle qui ne lui donne qu'un compte de 2, et après ça, il se retrouve à la lutte avec Orton, contre qui il semble en grande difficulté. Seulement, c'est là toute la beauté de ce match. Alors que Orton prépare son RKO, Angle revient et le couche avec son Angle Slam qui n'obtient qu'un compte de 2, et alors que le champion veut enchaîner sur son deuxième challenger, Mysterio revient et l'envoie hors du ring. Très vite, le luchador réalise qu'il doit se dépêcher et il envoie donc Orton en position avant de le coucher avec son 619 puis il s'élance depuis les cordes pour lui river les épaules au centre du ring. Et dans un moment historique, Rey Mysterio, un poids léger qu'on ne pensait jamais voir à cette place, vient de remporter le titre de champion du monde poids lourd. Au final, même si certains fans étaient contre cette décision, la majorité de la salle est quand même heureuse de voir Mysterio rendre ainsi hommage à Eddie et il reçoit donc plutôt une belle réaction. Et même si je sais que le règne qui suit n'est pas incroyable, l'épopée de Rey Mysterio jusqu'à WrestleMania 22 est quand même très cool et ce petit moment feel good est quand même plutôt sympa. Et puis merde, si tout ça vous suffit pas et que vous considérez que Rey Mysterio a encore été trop mis au sommet grâce à Eddie Guerrero, ce WrestleMania marque aussi les débuts de Dominic sur la plus grande scène du monde, donc c'est quand même cool. Non, en vrai, sans troll, c'est quand même fou de se dire qu'en 2006, il est assis là pour voir son père gagner le titre mondial, et plus de 15 ans plus tard, il se retrouve à nouveau à WrestleMania, mais cette fois-ci, il est là dans le ring pour combattre contre lui, et franchement, c'est une très belle histoire. Mais bon, sur cette célébration émouvante, vous imaginez bien qu'on va pas directement partir pour le main event, il faut bien une petite pause, et donc on a le droit à un Playboy Pillow Fight entre Candice Michelle et Torrie Wilson. Alors, on s'en fout, hein, voilà, non, c'est juste un truc d'immense con, je sais même pas pourquoi il y a ça à WrestleMania, un petit segment ou un clip aurait largement fait l'affaire pour faire la transition, donc on va pas en parler, c'est juste un match où les deux se mettent en lingerie et se battent sur le ring avec des magazines Playboy, et finalement, Torrie Wilson gagne avec un roll-up. Voilà, hein, bon, merci la WWE de l'époque, nous, on va passer au main event, John Cena contre Triple H pour le titre de champion du monde. Et là, il faut expliquer que ce match est quand même très particulier. Si l'année passée, à WrestleMania 21, John Cena était le héros des fans qui surpassait JBL pour devenir champion de la WWE et que de son côté, Triple H était l'ennemi numéro 1 quand il défendait son titre contre Batista, en un an, beaucoup de choses ont changé. En fait, après avoir gagné un tournoi pour se retrouver challenger numéro 1 au titre de Cena, Triple H a commencé à recevoir les faveurs de certains fans. Alors officiellement, il n'était pas considéré comme un face, c'est-à-dire un gentil, mais puisqu'au fil de l'année 2006, les fans ont commencé déjà à se lasser de John Cena, ils ont par défaut pris le parti de The Game. Cena de son côté a à l'époque bien sûr toujours une fanbase solide, celle qu'il va garder toute sa carrière, mais il ne fait plus autant l'unanimité qu'en 2005. Certains fans en ont déjà marre de le voir érigé comme un super-héros, et donc si l'histoire de ce combat est que pour la première fois c'est le champion qui est considéré comme un underdog au vu du palmarès déjà fou de Triple H, les fans ne vont pas pour autant prendre parti pour John Cena. Alors, le fait qu'on soit à Chicago n'aide pas non plus, parce que du coup le soutien pour Triple H se fait encore plus entendre au moment où il débarque sur son trône, et la haine pour John Cena se voit clairement alors qu'il entre de son côté en mode mafia avec CM Punk, et on est donc parti pour un des main events les plus attendus de l'époque.
Et oui, petit aparté, à l'époque CM Punk, c'est pas CM Punk, hein, c'est juste un catcheur indépendant qui vient à WrestleMania spécialement pour faire une apparition. Mais c'est marrant que ce WrestleMania marque autant de débuts pour des catcheurs qu'on verra des années plus tard exploser à la WWE. Mais bon, pour revenir sur le match, faut quand même préciser que si Cena Triple H c'était déjà un gros match en 2006, pour ceux qui ont découvert le catch pendant la génération NT1, c'est juste une affiche de dingue. Et ce match, même si c'est pas le meilleur de la soirée en termes de catch, c'est un de ceux dans lequel la foule va être le plus investie et ça le rend excellent à suivre. Les deux adversaires vont prendre de longues minutes avant d'avoir le premier contact alors que le public est en feu et les premiers échanges du match sont très serrés avec aucun des deux hommes qui prend le dessus. Évidemment, Triple H et Cena cherchent à faire monter la tension et ça fonctionne à merveille puisqu'on entend un véritable brouhaha de la foule qui est partagé entre champion et challenger. Mais lorsque les premiers vrais échanges ont lieu, on remarque que c'est clairement The Game qui est le favori de Chicago. On a donc l'histoire classique du vétéran contre le jeune rookie avec John Cena qui est sous-estimé par Triple H, mais qui revient quand même avec un bel enchaînement pour montrer à son challenger que ce match ne sera pas aussi simple qu'il le pensait. Parce que oui, à l'approche du match, Triple H avait clairement annoncé que ce serait le main event le plus facile de sa vie, et vu comment il est malmené par le champion au début du combat, on comprend qu'il s'est totalement trompé. Le champ domine à l'intérieur comme à l'extérieur du ring, et même si The Game revient avec son coup de genou pour s'acharner sur son adversaire et l'envoyer dans l'escalier, Cena résiste et se dégage de tous les tombés. Alors, je m'attarde pas trop sur les échanges parce que ça reste assez basique, hein, chacun sort ses classiques et tente de prendre le dessus, mais ce qui est vraiment important ce soir, c'est la foule. La moindre corde à linge de Triple H est accueillie par des cris de joie de la Allstate Arena et les retours de Cena, eux, sont copieusement hués, et à l'époque, c'était vraiment surprenant à voir. En fait, on n'est pas en 2010 où la frustration envers Cena a atteint des sommets, on est vraiment un an à peine après son premier titre, et c'est fou de voir qu'alors que le champion est coincé dans une prise du sommeil, beaucoup de fans espèrent le voir perdre connaissance. Mais bon, bien sûr, vous le connaissez, le champ ne se laisse pas faire et il ne baisse jamais les bras, il revient donc avec une corde à linge avant d'échanger les droites avec Triple H pour encore recevoir la haine de la salle, et enfin, Cena peut coucher The Game pour préparer son 5 Knuckle Shuffle. Et c'est là que ce match est trop bien. Parce que alors que Cena s'élance, il est contré et Triple H le couche avec son Spinebuster sous une grosse réaction de la foule qui rend presque le travail des commentateurs américains totalement inutile. Parce que franchement, le public fait tellement de bruit qu'il masque presque Jim Ross et Jerry Lawler, et c'est ça qui fait que j'ai toujours trouvé ce main event trop bien. On ne sait jamais clairement qui a le dessus, et même quand Cena arrive à placer son 5 Knuckle Shuffle et qu'il enchaîne avec son STFU, c'est difficile de dire si Triple H va taper ou pas. On sait que le champion est surpuissant, donc ça paraît pas étonnant de le voir gagner là-dessus, mais on sait aussi que The Game peut revenir de nulle part. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire après ça, en allant chercher les cordes pour briser la prise, donc franchement, c'est parfaitement raconté. Encore une fois, c'est pas un 5 étoiles, mais l'investissement du public aide beaucoup. Et Triple H joue vraiment là-dessus à merveille après ça, puisqu'il envoie Cena sur l'arbitre avant de lui placer un low blow pour tricher et tenter de se donner un avantage colossal. Alors bien sûr, là on nous raconte le John Cena seul contre tous qui doit survivre contre un adversaire prêt à tout pour gagner, étant donné que Triple H va chercher son sledgehammer sous le ring, mais évidemment le champion le voit venir et l'enchaîne de droite. Sauf que, encore une fois, ça ne prend pas. Les fans auraient clairement préféré le voir se prendre un coup de masse, et c'est fou parce qu'il y a que dans le catch qu'on voit ça. Normalement, un mec qui veut tricher, tout le monde le déteste, mais pas ce soir. Du coup, quand finalement Triple H réussit à coucher Cena avec son sledgehammer, la salle explose et alors qu'il tente le tomber, tout le monde est convaincu qu'il va gagner. Mais dans un moment que j'ai vraiment adoré, Cena se dégage et on entend les cris de désespoir qui se mélangent aux hurlements de joie. Parce que oui, il y a quand même encore une partie de la salle qui soutient John Cena, et ce type de combat, pour moi, c'est les meilleurs, parce qu'il n'y a pas de favori ultime et clair. Et donc, après ça, Cena couche Triple H avec son FU, et c'est la scène inverse qui se produit, puisque The Game se dégage sous l'ovation de la salle dans un nouveau moment trop cool. Mais finalement, alors que The Game veut revenir avec son pedigree, Cena le contre et le coince une seconde fois dans son STFU, et cette fois-ci, le challenger est contraint d'abandonner pour permettre à John Cena de conserver son titre. Avec ça se conclut donc WrestleMania 22 et on a une nouvelle image très importante puisqu'à nouveau la nouvelle génération a surpassé l'ancienne et malgré l'hostilité d'une bonne partie des fans, John Cena reste fidèle à lui-même et il conserve son titre de champion du monde. Encore une fois, si vous n'avez jamais vu ce show et surtout ce main event ou le match de Edge, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que même si je suis biaisé par la nostalgie, je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être vu, surtout pour la foule qui régale toute la soirée et en particulier dans le dernier combat. Du coup, si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire et à me partager votre expérience avec ce WrestleMania dans les commentaires. Dites-moi quand vous l'avez découvert et ce que vous en avez pensé. Moi sur ce, comme d'habitude, je vous retrouve toute la semaine sur Twitch et sur la chaîne secondaire. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.